Devant la barrière blanche aux piliers de briques, la famille et les domestiques attendaient. La chaise de poste s'arrêta et les embrassades furent longues. Petite mère pleurait. Jeanne, attendrie, essuya 2 larmes. Père, nerveux, allait et venait. Puis pendant qu'on déchargeait les bagages, le voyage fut raconté devant le feu du salon. Les paroles abondantes coulaient des lèvres de Jeanne, et tout fut dit, tout en une demi-heure, sauf peut-être quelques petits détails oubliés dans ce récit rapide. Puis la jeune femme alla défaire ses paquets. Rosalie, tout émue aussi, l'aidait. Quand ce fut fini, quand le linge, les robes, les objets de toilette eurent été mis en place, la petite bonne quitta sa maîtresse, et Jeanne, un peu lasse, s'assit. Elle se demanda ce qu'elle allait faire maintenant, cherchant une occupation pour son esprit, une besogne pour ses mains. Elle n'avait point envie de redescendre au salon auprès de sa mère qui sommeillait. Et elle songeait à une promenade, mais la campagne semblait si triste qu'elle sentait en son cœur, rien qu'à la regarder par la fenêtre, une pesanteur de mélancolie. Alors elle s'aperçut qu'elle n'avait plus rien à faire. Plus jamais rien à faire. Toute sa jeunesse au couvent avait été préoccupée de l'avenir, affairée de songeries. La continuelle agitation de ses espérances emplissait, en ce temps-là, ses heures, sans qu'elle les sentît passer. Puis, à peine sortie des murs austères où ses illusions étaient écloses, son attente d'amour se trouvait tout de suite accomplie. L'homme espéré, rencontré, aimé, épousé, en quelques semaines, comme on épouse en ses brusques déterminations, l'emportait dans ses bras sans la laisser réfléchir à rien. Mais voilà que la douce réalité des premiers jours allait devenir la réalité quotidienne qui fermait la porte aux espoirs indéfinis, aux charmantes inquiétudes de l'inconnu. Oui, c'était fini d'attendre. Alors, plus rien à faire, aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Elle sentait tout cela vaguement à une certaine désillusion, à un affaissement de ses rêves. Elle se leva et vint coller son front aux vitres froides. Puis, après avoir regardé quelque temps le ciel où roulaient des nuages sombres, elle se décida à sortir. Était-ce la même campagne, la même herbe, les mêmes arbres qu'au mois de mai ? Qu'était donc devenue la gaieté ensoleillée des feuilles et la poésie verte du gazon où flambaient les pissenlits, où saignaient les coquelicots, où rayonnaient les marguerites, où frétillaient, comme au bout de fils invisibles, les fantasques papillons jaunes, et cette griserie de l'air chargée de vie, d'arômes, d'atomes fécondants n'existait plus. Les avenues, détrempées par les continuelles averses d'automne, s'allongeaient, couvertes d'un épais tapis de feuilles mortes, sous la maigreur grelottante des peupliers presque nus. Les branches grêles tremblaient au vent, agitaient encore quelques feuillages prêts à s'égrener dans l'espace. Et sans cesse, tout le long du jour, comme une pluie incessante, et triste à faire pleurer, ces dernières feuilles, toutes jaunes maintenant, pareilles à de larges sous d'or, se détachaient, tournoyaient, voltigeaient et tombaient. Elle alla jusqu'au bosquet. Il était lamentable comme la chambre d'un mourant. La muraille verte, qui séparait et faisait secrètes les gentilles allées sinueuses, s'était éparpillée. Les arbustes emmêlés, comme une dentelle de bois fin, heurtaient les unes aux autres leurs maigres branches. Et le murmure des feuilles tombées et sèches que la brise poussait, remuait, amoncelait en tas par endroits, semblait un douloureux soupir d'agonie. De tout petits oiseaux sautaient de place en place avec un léger cri frileux, cherchant un abri. Garantis cependant par les péridots des ormes jetés en avant-garde contre le vent de mer, le tilleul et le platane, encore couverts de leur parure d'été, semblaient vêtus l'un de velours rouge, l'autre de soie orange, teints ainsi par les premiers froids selon la nature de leur sève. Jeanne allait et venait à pas lents dans l'avenue de Petite-Mère, le long de la ferme des Couillards. Quelque chose l'apesantissait, comme le pressentiment des longs ennuis de la vie monotone qui commençait. Puis elle s'assit sur le talus où Julien, pour la première fois, lui avait parlé d'amour, et elle resta là, rêvassant, presque sans songer, alanguie jusqu'au cœur, avec une envie de se coucher, de dormir, pour échapper à la tristesse de ce jour. Tout à coup, elle aperçut une mouette qui traversait le ciel, emportée dans une rafale.
Et elle se rappela cet aigle qu'elle avait vu là-bas, en Corse, dans le sombre Val d'Ota. Elle reçut au cœur la vive secousse que donne le souvenir d'une chose bonne et finie. Et elle revit brusquement l'île radieuse avec son parfum sauvage, son soleil qui mûrit les oranges et les cédrats, ses montagnes au sommet rose, ses golfes d'azur et ses ravins où roulent des torrents. Alors l'humide et dur paysage qui l'entourait, avec la chute lugubre des feuilles et les nuages gris entraînés par le vent, l'enveloppa d'une telle épaisseur de désolation qu'elle rentra pour ne point sangloter. Petite mère, engourdie devant la cheminée, sommeillait, accoutumée à la mélancolie des journées, ne la sentant plus. Père et Julien étaient partis se promener en causant de leurs affaires. Et la nuit vint, semant de l'ombre morne dans le vaste salon qu'éclairaient par éclats les reflets du feu. Au dehors par les fenêtres, un reste de jour laissait distinguer encore cette nature sale de fin d'année et le ciel grisâtre, comme frotté de boue lui-même. Le baron bientôt parut, suivi de Julien. Dès qu'il eut pénétré dans la pièce enténébrée, il sonna, criant « Vite, vite, de la lumière, il fait triste ici !» Et il s'assit devant la cheminée, pendant que ses pieds mouillés fumaient près de la flamme, et que la crotte de ses semelles tombait, séchée par la chaleur. Il se frottait gaiement les mains. « Je crois bien, dit-il, qu'il va geler, le ciel s'éclaircit au nord. C'est pleine lune ce soir, ça piquera ferme cette nuit. » Puis, se tournant vers sa fille, « Eh bien, petite, es-tu contente d'être venue dans ton pays, dans ta maison, auprès des vieux ?» Cette simple question bouleversa Jeanne. Elle se jeta dans les bras de son père, les yeux pleins de larmes, et l'embrassa nerveusement comme pour se faire pardonner. Car malgré ses efforts de cœur pour être gaie, elle se sentait triste à défaillir. Elle songeait pourtant à la joie qu'elle s'était promise en retrouvant ses parents. Et elle s'étonnait de cette froideur qui paralysait sa tendresse, comme si lorsqu'on a beaucoup pensé de loin aux gens qu'on aime et perdu l'habitude de les voir à toute heure, on éprouvait en les retrouvant une sorte d'arrêt d'affection jusqu'à ce que les liens de la vie commune fussent renoués. Le dîner fut long, on ne parla guère. Julien semblait avoir oublié sa femme. Au salon, ensuite, elle se laissa engourdir par le feu, en face de petite mère qui dormait tout à fait. Et à un moment, réveillée par la voix des deux hommes qui discutaient, elle se demanda, en essayant de secouer son esprit, si elle allait aussi être saisie par cette léthargie morne des habitudes que rien n'interrompt. La flamme de la cheminée, molle et rougeâtre pendant le jour, devenait vive, claire, crépitante. Elle jetait de grandes lueurs subites sur les tapisseries ternies des fauteuils, sur le renard et la cigogne, sur le héron mélancolique, sur la cigale et la fourmi. Le baron se rapprocha, souriant et tendant ses doigts ouverts au tison vif. « Ah, ça flambe bien ce soir, il gèle, mes enfants, il gèle !» Puis il posa sa main sur l'épaule de Jeanne et montrant le feu. « Vois-tu, fillette, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Le foyer avec les siens autour, rien ne vaut ça. Et si on allait se coucher? Vous devez être exténués, les enfants. » Remontée en sa chambre, la jeune femme se demandait comment deux retours au même lieu qu'elle croyait aimer pouvaient être si différents. Pourquoi se sentait-elle comme meurtrie? Pourquoi cette maison, ce pays cher, tout ce qui jusque-là faisait frémir son cœur, lui semblait aujourd'hui si navrant? Mais son œil soudain tomba sur sa pendule. La petite abeille voltigeait toujours de gauche à droite et de droite à gauche, du même mouvement rapide et continu, au-dessus des fleurs de vermeil. Alors, brusquement, Jeanne fut traversée par un élan d'affection, remuée jusqu'aux larmes devant cette petite mécanique qui semblait vivante, qui lui chantait l'heure et palpitait comme une poitrine. Certes, elle n'avait pas été aussi émue en embrassant père et mère. Le cœur a des mystères qu'aucun raisonnement ne pénètre. Pour la première fois depuis son mariage, elle était seule en son lit, Julien, sous prétexte de fatigue, ayant pris une autre chambre. Il était convenu d'ailleurs que chacun aurait la sienne. Elle fut longtemps à s'endormir, étonnée de ne plus sentir un corps contre le sien, déshabituée du sommeil solitaire et troublée par le vent hargneux du nord qui s'acharnait contre le toit. Elle fut réveillée au matin par une grande lueur qui teignait son lit de sang. Et ses carreaux, tout barbouillés de givre, étaient rouges comme si l'horizon entier brûlait.
S'enveloppant d'un grand peignoir, elle courut à sa fenêtre et l'ouvrit. Une brise glacée, saine et piquante, s'engouffra dans sa chambre, lui cinglant la peau d'un froid aigu qui fit pleurer ses yeux. Et au milieu d'un ciel empourpré, un gros soleil, rutilant et bouffi comme une figure d'ivrogne, apparaissait derrière les arbres. La terre, couverte de gelée blanche, dure et sèche à présent, sonnait sous les pieds des gens de la ferme. En cette seule nuit, toutes les branches encore garnies des peupliers s'étaient dépouillées, et derrière la lande apparaissait la grande ligne verdâtre des flots tout parsemés de traînées blanches. Le platane et le tilleul se dévêtaient rapidement sous les rafales. À chaque passage de la brise glacée, des tourbillons de feuilles détachées par la brusque gelée s'éparpillaient dans le vent, comme un envolement d'oiseaux. Jeanne s'habilla, sortit, et pour faire quelque chose, alla voir les fermiers. Les Martin levèrent les bras, et la maîtresse l'embrassa sur les joues. Puis on la contraignit à boire un petit verre de noyau. Elle se rendit à l'autre ferme. Les couillards levèrent les bras. La maîtresse la bécota sous les oreilles, et il fallut avaler un petit verre de cassis. Après quoi, elle rentra déjeuner. Et la journée s'écoula comme celle de la veille, froide, au lieu d'être humide. Et les autres jours de la semaine ressemblèrent à ces deux-là. Et toutes les semaines du mois ressemblèrent à la première. Peu à peu, cependant, son regret des contrées lointaines s'affaiblit. L'habitude mettait sur sa vie une couche de résignation pareille au revêtement de calcaire que certaines eaux déposent sur les objets. Et une sorte d'intérêt pour les 1000 choses insignifiantes de l'existence quotidienne, un souci des simples et médiocres occupations régulières renaquit en son cœur. Et elle se développait une espèce de mélancolie méditante, un vague désenchantement de vivre. Que lui eût-il fallu? Que désirait-elle? Elle ne le savait pas. Aucun besoin mondain ne la possédait. Aucune soif de plaisir, aucun élan même vers les joies possibles. Lesquelles d'ailleurs? Ainsi que les vieux fauteuils du salon ternis par le temps, tout se décolorait doucement à ses yeux, tout s'effaçait, prenait une nuance pâle et morne. Ses relations avec Julien avaient changé complètement. Il semblait tout autre depuis le retour de leur voyage de noces, comme un acteur qui a fini son rôle et reprend sa figure ordinaire. C'est à peine s'il s'occupait d'elle, s'il lui parlait même. Toute trace d'amour avait subitement disparu, et les nuits étaient rares où il pénétrait dans sa chambre. Il avait pris la direction de la fortune et de la maison, révisait les baux, harcelait les paysans, diminuait les dépenses, et, ayant revêtu lui-même des allures de fermier gentilhomme, il avait perdu son vernis et son élégance de fiancé. Il ne quittait plus, bien qu'il fût tigré de taches, un vieil habit de chasse en velours, garni de boutons de cuivre, retrouvé dans sa garde-robe de jeune homme, et, envahi par la négligence des gens qui n'ont plus besoin de plaire, il avait cessé de se raser, de sorte que sa barbe longue, mal coupée, l'enlaidissait incroyablement. Ses mains n'étaient plus soignées, et il buvait, après chaque repas, 4 ou 5 petits verres de cognac. Jeanne ayant essayé de lui faire quelques tendres reproches, il avait répondu si brusquement « Tu vas me laisser tranquille, n'est-ce pas ?» qu'elle ne se hasarda plus à lui donner des conseils. Elle avait pris son parti de ces changements, d'une façon qui l'étonnait elle-même. Il était devenu un étranger pour elle, un étranger dont l'âme et le cœur lui restaient fermés. Elle y songeait souvent, se demandant d'où venaient qu'après s'être rencontrés ainsi, aimés, épousés dans un élan de tendresse, ils se retrouvaient tout à coup presque aussi inconnus l'un à l'autre que s'ils n'avaient pas dormi côte à côte. Et comment ne souffrait-elle pas davantage de son abandon? Était-ce ainsi la vie? S'était-il trompé? N'y avait-il plus rien pour elle dans l'avenir? Si Julien était demeuré beau, soigné, élégant, séduisant, peut-être eût-elle beaucoup souffert. Il était convenu qu'après le jour de l'an, les nouveaux mariés resteraient seuls, et que père et petite-mère retourneraient passer quelques mois dans leur maison de Rouen. Les jeunes gens, cet hiver-là, ne devaient point quitter les peuples pour achever de s'installer, de s'habituer et de se plaire au lieu où allait s'écouler toute leur vie. Ils avaient quelques voisins d'ailleurs à qui Julien présenterait sa femme. C'étaient les Briseville, les Coutelier et les Fourville. Mais les jeunes gens ne pouvaient encore commencer leur visite, parce qu'il avait été impossible jusque-là de faire venir le peintre pour changer les armoiries de la calèche.
La vieille voiture de famille avait été cédée en effet à son gendre par le baron. Et Julien, pour rien au monde, n'aurait consenti à se présenter dans les châteaux voisins si l'écusson des Delamarre n'avait été écartelé avec celui de Lepertuis des Vaux. Or, un seul homme dans le pays conservait la spécialité des ornements héraldiques. C'était un peintre de Bolbec, nommé Bataille, appelé tour à tour dans tous les castels normands pour fixer les précieux ornements sur les portières des véhicules. Enfin, un matin de décembre, vers la fin du déjeuner, on vit un individu ouvrir la barrière et s'avancer dans le chemin droit. Il portait une boîte sur son dos, c'était Bataille. On le fit entrer dans la salle et on lui servit à manger comme s'il eût été un monsieur. Car sa spécialité, ses rapports incessants avec toute l'aristocratie du département, sa connaissance des armoiries, des termes consacrés, des emblèmes, en avait fait une sorte d'homme blason à qui les gentilshommes serraient la main. On fit apporter aussitôt un crayon et du papier, et pendant qu'ils mangeaient, le baron et Julien esquissèrent leurs écussons écartelés. La baronne, toute secouée dès qu'il s'agissait de ces choses, donnait son avis. Et Jeanne elle-même prenait part à la discussion, comme si quelque mystérieux intérêt se fût soudain éveillé en elle. Bataille, tout en déjeunant, indiquait son opinion, prenait parfois le crayon, traçait un projet, citait des exemples, décrivait toutes les voitures seigneuriales de la contrée, semblait apporter avec lui dans son esprit, dans sa voix même, une sorte d'atmosphère de noblesse. C'était un petit homme à cheveux gris et ras, aux mains souillées de couleur, et qui sentait l'essence. Il avait eu autrefois, disait-on, une vilaine affaire de mœurs. Mais la considération générale de toutes les familles titrées avait depuis longtemps effacé cette tâche. Dès qu'il eut fini son café, on le conduisit sous la remise et on enleva la toile cirée qui recouvrait la voiture. Bataille l'examina, puis il se prononça gravement sur les dimensions qu'il croyait nécessaire de donner à son dessin. Et après un nouvel échange d'idées, il se mit à la besogne. Malgré le froid, la baronne fit apporter un siège afin de le regarder travailler. Puis elle demanda une chaufferette pour ses pieds qui se glaçaient. Et elle se mit tranquillement à causer avec le peintre, l'interrogeant sur des alliances qu'elle ignorait, sur les morts et les naissances nouvelles, complétant par ses renseignements l'arbre des généalogies qu'elle portait en sa mémoire. Julien était demeuré près de sa belle-mère, à cheval sur une chaise. Il fumait sa pipe, crachait par terre, écoutait et suivait de l'œil la mise en couleur de sa noblesse. Bientôt, le père Simon, qui se rendait au potager avec sa bêche sur l'épaule, s'arrêta lui-même pour considérer le travail. Et l'arrivée de Bataille ayant pénétré dans les deux fermes, les deux fermières ne tardèrent point à se présenter. Elles s'extasiaient, debout aux deux côtés de la baronne, répétant « Faut de l'adresse tout de même pour fignoler ces machines-là ». Les écussons des deux portières ne purent être terminés que le lendemain, vers 11h. Tout le monde aussitôt fut présent, et on tira la calèche dehors pour mieux juger. C'était parfait. On complimenta Bataille qui repartit avec sa boîte accrochée au dos. Et le baron, sa femme, Jeanne et Julien tombèrent d'accord sur ce point que le peintre était un garçon de grands moyens, qui, si les circonstances l'avaient permis, serait devenu sans aucun doute un artiste. Mais par mesure d'économie, Julien avait accompli des réformes qui nécessitaient des modifications nouvelles. Le vieux cocher était devenu jardinier, le vicomte se changeant de conduire lui-même et ayant vendu les carrossiers pour n'avoir plus à payer leur nourriture. Puis comme il fallait quelqu'un pour retenir les bêtes quand les maîtres seraient descendus, il avait fait un petit domestique d'un jeune vacher nommé Marius. Enfin, pour se procurer des chevaux, il introduisit dans le bail des Couillard et des Martin une clause spéciale contraignant les deux fermiers à fournir chacun un cheval, un jour par mois, à la date fixée par lui, moyennant quoi il demeurait dispensé des redevances de volaille. Donc les Couillard ayant amené une grande rosse à poils jaunes et les Martin un petit animal blanc à poils longs, les deux bêtes furent attelées côte à côte. Et Marius, noyé dans une ancienne livrée du père Simon, amena devant le perron du château cet équipage. Julien, nettoyé, la taille cambrée, avait retrouvé un peu de son élégance passée. Mais sa barbe longue lui donnait malgré tout un aspect commun.
Il considéra l'attelage, la voiture et le petit domestique et les jugea satisfaisants, les armoiries repeintes ayant seules pour lui de l'importance. La baronne, descendue de sa chambre au bras de son mari, monta avec peine et s'assit le dos soutenu par des coussins. Jeanne à son tour parut. Elle rit d'abord de l'accouplement des chevaux. Le blond, disait-elle, était le petit-fils du jaune. Puis, quand elle aperçut Marius, la face ensevelie dans son chapeau à cocarde, dont son nez seul limitait la descente, et les mains disparues dans la profondeur des manches, et les 2 jambes enjuponnées dans les basques de sa livrée, dont ses pieds chaussés de souliers énormes sortaient étrangement par le bas. Et quand elle le vit renverser la tête en arrière pour regarder, lever le genou pour faire un pas, comme s'il allait enjamber un fleuve et s'agiter comme un aveugle pour obéir aux ordres, perdu tout entier, disparu dans l'ampleur de ses vêtements, elle fut saisie d'un rire invincible, d'un rire sans fin. Le baron se retourna, considéra le petit homme abasourdi, et cédant aussitôt à la contagion, il éclata, appelant sa femme, ne pouvant plus parler. Regarde, Marius, est-il drôle, mon Dieu, est-il drôle ?» Alors la baronne, s'étant penchée par la portière et l'ayant considéré, fut secouée d'une telle crise de gaieté que toute la calèche dansait sur ses ressorts, comme soulevée par des cahots. Mais Julien, la face pâle, demanda « Qu'est-ce que vous avez à rire comme ça ? Il faut que vous soyez fou !» Jeanne, malade, convulsée, impuissante à se calmer, s'assit sur une marche du perron. Le baron fit autant. Et dans la calèche, des éternuements convulsifs, une sorte de gloussement continu, disaient que la baronne étouffait. Et soudain, la redingote de Marius se mit à palpiter. Il avait compris, sans doute, car il riait lui-même de toute sa force au fond de sa coiffure. Alors Julien, exaspéré, s'élança. D'une gifle, il sépara la tête du gamin et le chapeau géant qui s'envola sur le gazon. Puis, s'étant retourné vers son beau-père, il balbutia d'une voix tremblante de colère. « Il me semble que ce n'est pas à vous de rire. Nous n'en serions pas là si vous n'aviez gaspillé votre fortune et mangé votre avoir. À qui la faute si vous êtes ruiné ?» Toute la gaieté fut glacée, cessa net, et personne ne dit un mot. Jeanne, prête à pleurer maintenant, monta sans bruit près de sa mère. Le baron, surpris et muet, s'assit en face des 2 femmes. Et Julien s'installa sur le siège, après avoir hissé près de lui l'enfant larmoyant et dont la joue enflait. La route fut triste et parut longue. Dans la voiture, on se taisait. Mornes et gênés tous 3, ils ne voulaient point s'avouer ce qui préoccupait leur cœur. Ils sentaient bien qu'ils n'auraient pas pu parler d'autre chose, tant cette pensée douloureuse les obsédait, et ils aimaient mieux se taire tristement que de toucher à ce sujet pénible. Au trot inégal des 2 bêtes, la calèche longeait les cours des fermes, faisait fuir à grands pas des poules noires effrayées qui plongeaient et disparaissaient dans les haies, était parfois suivi d'un chien loup hurlant qui regagnait ensuite sa maison, le poil hérissé, en se retournant encore pour aboyer vers la voiture. Un gars en sabots crottés, à longues jambes nonchalantes, qui allait les mains au fond des poches, la blouse bleue gonflée par le vent dans le dos, se rangeait pour laisser passer l'équipage et retirait gauchement sa casquette, laissant voir ses cheveux plats collés au crâne. Et entre chaque ferme, les plaines recommençaient avec d'autres fermes au loin, de place en place. Enfin, on pénétra dans une grande avenue de sapins aboutissant à la route. Les ornières boueuses et profondes faisaient se pencher la calèche et pousser des cris à petite mère. Au bout de l'avenue, une barrière blanche était fermée. Marius courut l'ouvrir, et on contourna un immense gazon pour arriver par un chemin arrondi devant un haut, vaste et triste bâtiment dont les volets étaient clos. La porte du milieu soudain s'ouvrit, et un vieux domestique paralysé, vêtu d'un gilet rouge rayé de noir, que recouvrait en partie son tablier de service, descendit à petits pas obliques vers les marches du perron. Il prit le nom des visiteurs et les introduisit dans un spacieux salon dont il ouvrit péniblement les persiennes toujours fermées. Les meubles étaient voilés de housses, la pendule et les candélabres enveloppés de linge blanc. Et un air moisi, un air d'autrefois glacé, humide, semblait imprégner les poumons, le cœur et la peau de tristesse. Tout le monde s'assit et on attendit. Quelques pas entendus dans le corridor au-dessus annonçaient un empressement inaccoutumé. Les châtelains, surpris, s'habillaient au plus vite. Ce fut long. Une sonnette tinta plusieurs fois. D'autres pas descendirent un escalier, puis remontèrent.
La baronne, saisie par le froid pénétrant, éternuait coup sur coup. Julien marchait de long en large. Jeanne, morne, restait assise auprès de sa mère. Et le baron, adossé au marbre de la cheminée, demeurait le front bas. Enfin, une des hautes portes tourna, découvrant le vicomte et la vicomtesse de Briseville. Ils étaient tous les deux petits, maigrelets, sautillants, sans âge appréciable, cérémonieux et embarrassés. La femme en robe de soie ramagée, coiffée d'un petit bonnet douairière à ruban, parlait vite de sa voix aigrelette. Le mari, serré dans une redingote pompeuse, saluait avec un ploiement des genoux. Son nez, ses yeux, ses dents déchaussées, ses cheveux qu'on aurait dit enduits de cire, et son beau vêtement d'apparat luisaient comme luisent les choses dont on prend grand soin. Après les premiers compliments de bienvenue et les politesses de voisinage, personne ne trouva plus rien à dire. Alors on se félicita de part et d'autre, sans raison. On continuerait, espérait-on des deux côtés, ces excellentes relations. C'était une ressource de se voir quand on habitait toute l'année la campagne. Et l'atmosphère glaciale du salon pénétrait les os, enrouait les gorges. La baronne toussait maintenant sans avoir cessé tout à fait d'éternuer. Alors le baron donna le signal du départ. Les Briseville insistèrent. Comment, si vite? Restez donc encore un peu. Mais Jeanne s'était levée malgré les signes de Julien qui trouvait trop courte la visite. On voulut sonner le domestique pour faire avancer la voiture. La sonnette ne marchait plus. Le maître du logis se précipita, puis vint annoncer qu'on avait mis les chevaux à l'écurie. Il fallut attendre. Chacun cherchait une phrase, un mot à dire. On parla de l'hiver pluvieux. Jeanne, avec d'involontaires frissons d'angoisse, demanda ce que pouvaient faire leurs hôtes. Tous deux seuls, toute l'année. Mais les Briseville s'étonnèrent de la question, car ils s'occupaient sans cesse, écrivant beaucoup à leurs parents nobles semés par toute la France, passant leurs journées en des occupations microscopiques, cérémonieux l'un vis-à-vis de l'autre, comme en face des étrangers, et causant majestueusement des affaires les plus insignifiantes. Et sous le haut plafond noirci du vaste salon inhabité, tout empaqueté en des linges, l'homme et la femme, si petits, si propres, si corrects, semblaient à Jeanne des conserves de noblesse. Enfin, la voiture passa devant les fenêtres avec ses deux bidets inégaux. Mais Marius avait disparu. Se croyant libre jusqu'au soir, il était sans doute parti faire un tour dans la campagne. Julien, furieux, pria qu'on le renvoyât à pied. Et après beaucoup de saluts de part et d'autre, on reprit le chemin des peuples. Dès qu'ils furent enfermés dans la calèche, Jeanne et son père, malgré l'obsession pesante qui leur restait de la brutalité de Julien, se remirent à rire en contrefaisant les gestes et les intonations des Briseville. Le baron imitait le mari, Jeanne faisait la femme, mais la baronne, un peu froissée dans ses respects, leur dit « Vous avez tort de vous moquer ainsi, ce sont des gens très comme il faut, appartenant à d'excellentes familles. » On se tut pour ne point contrarier petite mère, mais de temps en temps, malgré tout, père et Jeanne recommençaient en se regardant. Ils saluaient avec cérémonie et d'un ton solennel. « Votre château des peuples doit être bien froid, madame, avec son grand vent de mer qui le visite tous les jours. » Elle prenait un air pincé et minaudant avec un petit frétillement de la tête, pareil à celui d'un canard qui se baigne. « Oh, ici, monsieur, j'ai de quoi m'occuper toute l'année. Puis nous possédons tant de parents à qui écrire. Et monsieur de Briseville se décharge de tout sur moi. Il s'occupe de recherches savantes avec l'abbé Pelle. Ils font ensemble l'histoire religieuse de la Normandie. » La baronne souriait à son tour, contrariée et bienveillante, et répétait « Ce n'est pas bien de se moquer ainsi des gens de notre classe. » Mais soudain la voiture s'arrêta, et Julien criait, appelant quelqu'un par derrière. Alors Jeanne et le baron, s'étant penchés aux portières, aperçurent un être singulier qui semblait rouler vers eux. Les jambes embarrassées dans la jupe flottante de sa livrée, aveuglé par sa coiffure qui chavirait sans cesse, agitant ses manches comme des ailes de moulin, pataugeant dans les larges flaques d'eau qu'il traversait éperdument, trébuchant contre toutes les pierres de la route, se trémoussant, bondissant et couvert de boue, Marius suivait la calèche de toute la vitesse de ses pieds. Dès qu'il l'eut rattrapé, Julien, se penchant, l'empoigna par le collet, l'amena près de lui, et lâchant les rênes, se mit à cribler de coups de poing le chapeau qui s'enfonça jusqu'aux épaules du gamin en sonnant comme un tambour.
Le gars hurlait là-dedans, essayait de fuir, de sauter du siège, tandis que son maître, le maintenant d'une main, frappait toujours avec l'autre. Jeanne, éperdue, balbutiait « Père, oh père !» Et la baronne, soulevée d'indignation, serrait le bras de son mari. « Mais empêchez-le donc, Jacques !» Alors brusquement, le baron abaissa la vitre de devant et, attrapant la manche de son gendre, lui jeta d'une voix frémissante. « Avez-vous bientôt fini de frapper cet enfant ?» Julien, stupéfait, se retourna. « Vous ne voyez donc pas dans quel état le bougre a mis sa livrée ?» Mais le baron, la tête sortie entre les deux. « Eh, que m'importe, on n'est pas brutal à ce point !» Julien se fâchait de nouveau. « Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, cela ne vous regarde pas. » Et il levait encore la main. Mais son beau-père la saisit brusquement et l'abaissa avec tant de force qu'il la heurta contre le bois du siège. Et il cria si violemment « Si vous ne cessez pas, je descends et je saurai bien vous arrêter, moi !» que le vicomte se calma soudain et, haussant les épaules sans répondre, il fouetta les bêtes qui partirent au grand trot. Les deux femmes, livides, ne remuaient point, et on entendait distinctement les coups pesants du cœur de la baronne. Au dîner, Julien fut plus charmant que de coutume, comme si rien ne s'était passé. Jeanne, son père et madame Adélaïde, qui oubliaient vite en leur sereine bienveillance, attendris de le voir aimable, se laissaient aller à la gaieté avec la sensation de bien-être des convalescents. Et comme Jeanne reparlait des Briseville, son mari lui-même plaisanta, mais il ajouta bien vite « C'est égal, ils ont grand air ». On ne fit point d'autres visites, chacun craignant de raviver la question Marius. Il fut seulement décidé qu'on enverrait aux voisins des cartes au jour de l'an et qu'on attendrait pour aller les voir les premiers jours tièdes du printemps prochain. La Noël vint. On eut à dîner le curé, le maire et sa femme. On les invita de nouveau pour le jour de l'an. Ce furent les seules distractions qui rompirent le monotone enchaînement des jours. Père et petite-mère devaient quitter les peuples le 9 janvier. Jeanne les voulait retenir, mais Julien ne s'y prêtait guère, et le baron, devant la froideur grandissante de son gendre, fit venir de Rouen une chaise de poste. La veille de leur départ, les paquets étaient finis. Comme il faisait une claire gelée, Jeanne et son père se résolurent à descendre jusqu'à Yport, où ils n'avaient point été depuis le retour de Corse. Ils traversèrent le bois qu'elle avait parcouru le jour de son mariage, toute mêlée à celui dont elle devenait pour toujours la compagne. Le bois où elle avait reçu sa première caresse, tressaillie du premier frisson, pressentit cet amour sensuel qu'elle ne devait connaître enfin que dans le vallon sauvage d'Ota, auprès de la source où ils avaient bu, mêlant leurs baisers à l'eau. Plus de feuilles, plus d'herbes grimpantes, rien que le bruit des branches et cette rumeur sèche qu'ont en hiver les taillis dépouillés. Ils entrèrent dans le petit village. Les rues vides, silencieuses, gardaient une odeur de mer, de varech et de poissons. Les vastes filets tannés séchaient toujours, accrochés devant les portes ou bien étendus sur le galet. La mer, grise et froide, avec son éternelle et grondante écume, commençait à descendre, découvrant vers Fécamp les rogers verdâtres au pied des falaises. Et le long de la plage, les grosses barques échouées sur le flanc semblaient de vastes poissons morts. Le soir tombait et les pêcheurs s'en venaient par groupes au Perret, marchant lourdement avec leurs grandes bottes marines, le cou enveloppé de laine, un litre d'eau-de-vie d'une main, la lanterne du bateau de l'autre. Longtemps, ils tournèrent autour des embarcations inclinées. Ils mettaient à bord, avec la lenteur normande, leurs filets, leurs bouées, un gros pain, un pot de beurre, un verre et la bouteille de 3-6. Puis ils poussaient vers l'eau la barque redressée qui dévalait à grand bruit sur le galet, fendait l'écume, montait sur la vague, se balançait quelques instants, ouvrait ses ailes brunes, et les grandes femmes des matelots dont les dures carcasses saillaient sous les robes minces, restées jusqu'au départ du dernier pêcheur, rentraient dans le village assoupi, troublant de leur voix criarde le lourd sommeil des rues noires. Le baron et Jeanne, immobiles, contemplaient l'éloignement dans l'ombre de ces hommes qui s'en allaient ainsi, chaque nuit, risquer la mort pour ne point crever de faim, et si misérables cependant qu'ils ne mangeaient jamais de viande. Le baron, s'exaltant devant l'océan, murmura « C'est terrible et beau, comme cette mer sur qui tombent les ténèbres, sur qui tant d'existences sont en péril, c'est superbe, n'est-ce pas, Jeannette ?» Elle répondit avec un sourire gelé « Ça ne vaut point la Méditerranée. » Et son père s'indignant « La Méditerranée ?
de l'huile, de l'eau sucrée, l'eau bleue d'un paquet de lessive. Regarde donc celle-ci comme elle est effrayante avec ses crêtes d'écume, et songe à tous ces hommes partis là-dessus, et qu'on ne voit déjà plus. Jeanne, avec un soupir, consentit. Oui, si tu veux. Mais ce mot qui lui était venu aux lèvres, la Méditerranée, l'avait de nouveau pincé au cœur, rejetant toute sa pensée vers ces contrées lointaines où gisaient ses rêves. Le père et la fille, alors, au lieu de revenir par les bois, gagnèrent la route et montèrent la côte à pas ralentis. Ils ne parlaient guère, tristes de la séparation prochaine. Parfois, en longeant les fossés des fermes, une odeur de pommes pilées, cette senteur de cidre frais qui semblait flotter en cette saison sur toute la campagne normande, les frappait au visage, ou bien un gras parfum d'étable, cette bonne et chaude puanteur qui s'exhale du fumier de vache. Une petite fenêtre éclairée indiquait, au fond de la cour, la maison d'habitation. Et il semblait à Jeanne que son âme s'élargissait, comprenait des choses invisibles. Et ces petites lueurs éparses dans les champs lui donnèrent soudain la sensation vive de l'isolement de tous les êtres, que tout désunit, que tout sépare, que tout entraîne loin de ce qu'ils aimeraient. Alors, d'une voix résignée, elle dit « Ce n'est pas toujours gai, la vie. » Le baron soupira. « Que veux-tu, fillette ? Nous n'y pouvons rien. » Et le lendemain, père et petite mère étant partis, Jeanne et Julien restèrent seuls. Les cartes entrèrent alors dans la vie des jeunes gens. Chaque jour, après le déjeuner, Julien, tout en fumant sa pipe et se gargarisant avec du cognac, dont il buvait peu à peu 6 à 8 verres, faisait plusieurs parties de bésigue avec sa femme. Elle montait ensuite en sa chambre, s'asseyait près de la fenêtre, et pendant que la pluie battait les vitres ou que le vent les secouait, elle brodait obstinément une garniture de jupon. Parfois, fatiguée, elle levait les yeux et contemplait au loin la mer sombre qui moutonnait. Puis, après quelques minutes de ce regard vague, elle reprenait son ouvrage. Elle n'avait d'ailleurs rien autre chose à faire, Julien ayant repris toute la direction de la maison pour satisfaire pleinement ses besoins d'autorité et ses démangeaisons d'économie. Il se montrait d'une parcimonie féroce, ne donnait jamais de pourboire, réduisait la nourriture au strict nécessaire. Et comme Jeanne, depuis qu'elle était venue au peuple, se faisait faire chaque matin par le boulanger une petite galette normande, il supprima cette dépense et la condamna au pain grillé. Elle ne disait rien, afin d'éviter les explications, les discussions et les querelles, mais elle souffrait comme de coups d'aiguille à chaque nouvelle manifestation d'avarice de son mari. Cela lui semblait bas et odieux, à elle, élevée dans une famille où l'argent comptait pour rien. Combien souvent elle avait entendu dire à petite mère « Mais c'est fait pour être dépensé, l'argent !» Julien, maintenant, répétait « Tu ne pourras donc jamais t'habituer à ne pas jeter l'argent par les fenêtres ?» Et chaque fois qu'il avait rogné quelques sous sur un salaire ou sur une note, il prononçait avec un sourire, en glissant la monnaie dans sa poche, « Les petits ruisseaux font les grandes rivières. » Et en certains jours, cependant, Jeanne se reprenait à rêver. Elle s'arrêtait doucement de travailler, et les mains molles, le regard éteint, elle refaisait un de ces romans de petite fille, partis en des aventures charmantes. Mais soudain, la voix de Julien qui donnait un ordre au père Simon l'arrachait à ce bercement de songerie, et elle reprenait son patient ouvrage en se disant « C'est fini tout ça », et une larme tombait sur ses doigts qui poussaient l'aiguille. Rosalie aussi, autrefois si gaie et toujours chantant, était changée. Ses joues rebondies avaient perdu leur vernis rouge, et presque creuses maintenant, semblaient parfois frottées de terre. Souvent Jeanne lui demandait « Es-tu malade, ma fille ?» La petite bonne répondait toujours « Non, madame ». Un peu de sang lui montait aux pommettes, et elle se sauvait bien vite. Au lieu de courir comme autrefois, elle traînait ses pieds avec peine et ne paraissait même plus coquette, n'achetait plus rien aux marchands voyageurs qui lui montraient en vain leurs rubans de soie et leurs corsets et leurs parfumeries variées. Et la grande maison avait l'air de sonner le creux, toute morne, avec sa face que les pluies maculaient de longues traînées grises. À la fin de janvier, les neiges arrivèrent.
On voyait de loin les gros nuages du nord au-dessus de la mer sombre, et la blanche descente des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie, et les arbres apparurent au matin drapés dans cette écume de glace. Julien, chaussé de hautes bottes, l'air hirsute, passait son temps au fond du bosquet, embusqué derrière le fossé donnant sur la lande, à guetter les oiseaux émigrants. De temps en temps, un coup de fusil crevait le silence gelé des champs, et des bandes de corbeaux noirs effrayés s'envolaient des grands arbres en tournoyant. Jeanne, succombant à l'ennui, descendait parfois sur le perron. Des bruits de vie venaient de fort loin, répercutés sur la tranquillité dormante de cette nappe livide et morne. Puis elle n'entendait plus rien qu'une sorte de ronflement des flots éloignés et le glissement vague et continu de cette poussière d'eau gelée tombant toujours. Et la couche de neige s'élevait sans cesse sous la chute infinie de cette mousse épaisse et légère. Par une de ces pâles matinées, Jeanne, immobile, chauffait ses pieds au feu de sa chambre, pendant que Rosalie, plus changée de jour en jour, faisait lentement le lit. Soudain, elle entendit derrière elle un douloureux soupir. Sans tourner la tête, elle demanda « Qu'est-ce que tu as donc ?» La bonne, comme toujours, répondit « Rien, madame », mais sa voix semblait brisée, expirante. Jeanne, déjà, songeait à autre chose quand elle remarqua qu'elle n'entendait plus remuer la jeune fille. Elle appela « Rosalie !» Rien ne bougea. Alors, la croyant sortie sans bruit, elle cria plus fort « Rosalie !» Et elle allait allonger le bras pour sonner, quand un profond gémissement, poussé tout près d'elle, la fit se redresser avec un frisson d'angoisse. La petite servante, livide, les yeux hagards, était assise par terre, les jambes allongées, le dos appuyé contre le bois du lit. Jeanne s'élança. « Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ?» L'autre ne dit pas un mot, ne fit pas un geste. Elle fixait sur sa maîtresse un regard fou et haletait, comme déchirée par une effroyable douleur. Puis soudain, tendant tout son corps, elle glissa sur le dos, étouffant entre ses dents serrées un cri de détresse. Alors, sous sa robe collée à ses cuisses, ouverte, quelque chose remua, et de là partit aussitôt un bruit singulier, un clapotement, un souffle de gorge étranglé qui suffoque. Puis soudain, ce fut un long miaulement de chat, une plainte frêle et déjà douloureuse, le premier appel de souffrance de l'enfant entrant dans la vie. Jeanne brusquement comprit, et la tête égarée courut à l'escalier criant « Julien, Julien !» Il répondit d'en bas « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle eut grand-peine à prononcer. C'est Rosalie qui... Julien s'élança, gravit les marches deux par deux, et entrant brusquement dans la chambre, il releva d'un seul coup les vêtements de la fillette et découvrit un affreux petit morceau de chair, plissé, geignant, crispé et tout gluant, qui s'agitait entre les deux jambes nues. Il se redressa, la face méchante, et poussant dehors sa femme éperdue. « Ça ne te regarde pas, va-t'en, envoie-moi Ludivine et le père Simon. » Jeanne, toute tremblante, descendit à la cuisine. Puis, n'osant plus remonter, elle entra dans le salon qui restait sans feu depuis le départ de ses parents, et elle attendit anxieusement des nouvelles. Elle vit bientôt le domestique qui sortait en courant. 5 minutes après, elle rentrait avec la veuve Dantu, la sage-femme du pays. Alors ce fut dans l'escalier un grand remuement, comme si on portait un blessé. Et Julien vint dire à Jeanne qu'elle pouvait remonter chez elle. Elle tremblait comme si elle venait d'assister à quelque sinistre accident. Elle s'assit de nouveau devant son feu, puis demanda « Comment va-t-elle » Julien, préoccupé, nerveux, marchait à travers l'appartement, et une colère semblait le soulever. Il ne répondit point d'abord, puis, au bout de quelques secondes, s'arrêtant « Qu'est-ce que tu comptes faire de cette fille ?» Elle ne comprenait pas et regardait son mari. « Comment ? Que veux-tu dire ? Je ne sais pas, moi. » Et soudain, il cria comme s'il s'emportait. « Nous ne pouvons pas garder un bâtard dans la maison. » Alors Jeanne demeura très perplexe. Puis, au bout d'un long silence, « Mais mon ami, peut-être pourrait-on le mettre en nourrice ?» Il ne la laissa pas achever. « Et qui est-ce qui paiera ? Toi, sans doute ?» Elle réfléchit encore longtemps, cherchant une solution. Enfin, elle dit « Mais le père s'en chargera de cet enfant. Et s'il épouse Rosalie, il n'y a plus de difficulté. » Julien, comme à bout de patience et furieux, reprit. « Le père, le connais-tu, le père ?
Non, n'est-ce pas? Eh bien, alors... Jeanne, émue, s'animait. Mais il ne laissera pas certainement cette fille ainsi. Ce serait un lâche. Nous demanderons son nom et nous irons le trouver, lui. Et il faudra bien qu'il s'explique. Julien s'était calmé et remis à marcher. Ma chère, elle ne veut pas le dire, le nom de l'homme. Elle ne te l'avouera pas plus qu'à moi. Et s'il ne veut pas d'elle, lui, nous ne pouvons pourtant pas garder sous notre toit une fille mère avec son bâtard, comprends-tu? Jeanne, obstinée, répétait. Alors c'est un misérable cet homme, mais il faudra bien que nous le connaissions, et alors il aura affaire à nous. Julien, devenu fort rouge, s'irritait encore. Mais en attendant... Elle ne savait que décider et lui demanda. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Aussitôt, il dit son avis. Au moins, c'est bien simple, je lui donnerai quelque argent et je l'enverrai au diable avec son mioche. Mais la jeune femme indignée se révolta. Quant à cela, jamais, c'est ma sœur de lait, cette fille. Nous avons grandi ensemble, elle a fait une faute, tant pis, mais je ne la jetterai pas dehors pour cela. Et s'il le faut, je l'élèverai, cet enfant. Alors Julien éclata. Et nous aurons une propre réputation, nous autres, avec notre nom et nos relations. Et on dira partout que nous protégeons le vice, que nous abritons des gueuses. Et les gens honorables ne voudront plus mettre les pieds chez nous. Mais à quoi penses-tu vraiment? Tu es folle. Elle était demeurée calme. Je ne laisserai jamais jeter dehors Rosalie. Et si tu ne veux pas la garder, ma mère la reprendra. Et il faudra bien que nous finissions par connaître le nom du père de son enfant. Alors il sortit exaspéré, tapant la porte et criant « Les femmes sont stupides avec leurs idées !» Jeanne, dans l'après-midi, monta chez la couchée. La petite bonne, veillée par la veuve Dentu, restait immobile dans son lit, les yeux ouverts, tandis que la garde berçait en ses bras l'enfant nouveau-né. Dès qu'elle aperçut sa maîtresse, Rosalie se mit à sangloter, cachant sa figure dans ses draps, toute secouée de désespoir. Jeanne la voulut embrasser, mais elle résistait, se voilant. Alors la garde intervint, lui découvrit le visage, et elle se laissa faire, pleurant encore, mais doucement. Un maigre feu brûlait dans la cheminée. Il faisait froid. L'enfant pleurait. Jeanne n'osait point parler du petit de crainte d'amener une autre crise. Elle avait pris la main de sa bonne en répétant d'un ton machinal « Ça ne sera rien, ça ne sera rien ». La pauvre fille regardait à la dérobée vers la garde, tressaillait au cri du marmot, et un reste de chagrin l'étranglant jaillissait encore par moments en un sanglot convulsif, tandis que des larmes rentraient faisaient un bruit d'eau dans sa gorge. Jeanne, encore une fois, l'embrassa et tout bas lui murmura dans l'oreille « Nous en aurons bien soin, va, ma fille. » Puis, comme un nouvel accès de pleurs commençait, elle se sauva bien vite. Tous les jours, elle y retourna, et tous les jours, Rosalie éclatait en sanglots en apercevant sa maîtresse. L'enfant fut mis en nourrice chez une voisine. Julien, cependant, parlait à peine à sa femme, comme s'il eût gardé contre elle une grosse colère depuis qu'elle avait refusé de renvoyer la bonne. Un jour, il revint sur ce sujet, mais Jeanne tira de sa poche une lettre de la baronne, demandant qu'on lui envoyât immédiatement cette fille si on ne la gardait pas au peuple. Julien, furieux, cria « Ta mère est aussi folle que toi !» Mais il n'insista plus. 15 jours après, la couchée pouvait déjà se lever et reprendre son service. Alors, Jeanne, un matin, la fit asseoir, lui tint les mains et la traversant de son regard « Voyons, ma fille, dis-moi tout. » Rosalie se mit à trembler et balbutia. « Quoi, madame? À qui est-il, cet enfant ?» Alors la petite bonne fut reprise d'un désespoir épouvantable. Elle cherchait éperdument à dégager ses mains pour s'en cacher la figure. Mais Jeanne l'embrassait malgré elle, la consolait. « C'est un malheur, que veux-tu, ma fille? Tu as été faible, mais ça arrive à bien d'autres. Si le père t'épouse, on n'y pensera plus, et nous pourrons le prendre à notre service avec toi. » Rosalie gémissait comme si on l'eût martyrisée, et de temps en temps donnait une secousse pour se dégager et s'enfuir. Jeanne reprit. « Je comprends bien que tu aies honte, mais tu vois que je ne me fâche pas, que je te parle doucement. Si je te demande le nom de l'homme, c'est pour ton bien, parce que je sens à ton chagrin qu'il t'abandonne, et que je veux empêcher cela. Julien ira le trouver, vois-tu, et nous le forcerons à t'épouser. Et comme nous vous garderons tous les deux, nous le forcerons bien aussi à te rendre heureuse. Cette
fois, Rosalie fit un effort si brusque qu'elle arracha ses mains de celles de sa maîtresse et se sauva comme une folle. Le soir, en dînant, Jeanne dit à Julien : « J'ai voulu décider Rosalie et me révéler le nom de son séducteur. Je n'ai pu y réussir. Essaie donc de ton côté pour que nous contraignions ce misérable à l'épouser. » Mais Julien tout de suite se fâcha. « Ah, tu sais, je ne veux pas entendre parler de cette histoire-là, moi. Tu as voulu garder cette fille, garde-la, mais ne m'embête plus à ce sujet. » Il semblait depuis l'accouchement d'une humeur plus irritable encore, et il avait pris cette habitude de ne plus parler à sa femme sans crier, comme s'il eût été toujours furieux, tandis qu'au contraire, elle baissait la voix, se faisait douce, conciliante, pour éviter toute discussion. Et souvent, elle pleurait la nuit dans son lit. Malgré sa constante irritation, son mari avait repris des habitudes d'amour oubliées depuis leur retour, et il était rare qu'il passât 3 soirs de suite sans franchir la porte conjugale. Rosalie fut bientôt guérie entièrement et devint moins triste, quoiqu'elle restât comme effarée, poursuivie par une crainte inconnue. Et elle se leva 2 fois encore, alors que Jeanne essayait de l'interroger de nouveau. Julien, tout à coup, parut aussi plus aimable, et la jeune femme se rattachait à de vagues espoirs, retrouvait des gaietés, bien qu'elle se sentît parfois souffrante de malaises singuliers dont elle ne le parlait point. Le dégel n'était pas venu, et depuis bientôt 5 semaines, un ciel clair comme un cristal bleu, le jour et la nuit, tout semé d'étoiles qu'on aurait cru de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s'étendait sur la nappe unie, dure et luisante des neiges. Les fermes, isolées dans leurs cours carrés, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas, semblaient endormies en leurs chemises blanches. Ni hommes ni bêtes ne sortaient plus. Seules les cheminées des chaumières révélaient la vie cachée par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial. La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. De temps en temps, on entendait craquer les arbres, comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous leur écorce. Et parfois une grosse branche se détachait et tombait, l'invincible gelée pétrifiant la sève et rompant les fibres. Jeanne attendait anxieusement le retour des souffles tièdes, attribuant à la rigueur terrible du temps toutes les souffrances vagues qui la traversaient. Tantôt, elle ne pouvait plus rien manger, prise de dégoût devant toute nourriture. Tantôt, son pouls battait follement. Tantôt, ses faibles repas lui donnaient des écœurements d'indigestion. Et ses nerfs tendus, vibrant sans cesse, la faisaient vivre en une agitation constante et intolérable. Un soir, le thermomètre descendit encore, et Julien, tout frissonnant au sortir de table, car jamais la salle n'était chauffée à ce point, tant il économisait sur le bois, se frotta les mains en murmurant : « Il fera bon coucher 2 cette nuit, n'est-ce pas, ma chatte ?» Il riait de son rire bon enfant d'autrefois, et Jeanne lui sauta au cou. Mais elle se sentait justement si mal à l'aise ce soir-là, si endolorie, si étrangement nerveuse, qu'elle le pria tout bas, en lui baisant les lèvres, de la laisser dormir seule. Elle lui dit en quelques mots son mal. « Je t'en prie, mon chéri, je t'assure que je ne suis pas bien. Ça ira mieux demain, sans doute. » Il n'insista pas. « Comme il te plaira, ma chère. Si tu es malade, il faut te soigner. » Et on parla d'autre chose. Elle se coucha de bonne heure. Julien, par extraordinaire, fit allumer du feu dans sa chambre particulière. Quand on lui annonça que ça flambait bien, il baisa sa femme au front et s'en alla. La maison entière semblait travailler par le froid. Les murs pénétrés avaient des bruits légers comme des frissons. Et Jeanne, en son lit, grelottait. 2 fois, elle se releva pour mettre des bûches au foyer et chercher des robes, des jupes, des vieux vêtements qu'elle amoncelait sur sa couche. Rien ne pouvait la réchauffer. Ses pieds s'engourdissaient, tandis qu'en ses mollets et jusqu'en ses cuisses, des vibrations couraient qui la faisaient se retourner sans cesse, s'agiter, s'énerver à l'excès. Bientôt ses dents claquèrent, ses mains tremblèrent, sa poitrine se serrait. Son cœur lent battait de grands coups sourds et semblait parfois s'arrêter. Sa gorge haletait comme si l'air n'y pouvait plus entrer. Une effroyable angoisse saisit son âme, en même temps que l'invincible froid l'envahissait jusqu'aux moelles. Jamais elle n'avait éprouvé cela. Elle ne s'était sentie abandonnée ainsi par la vie, prête à exhaler son dernier souffle. Elle pensa : « Je vais mourir, je meurs. »
et frappée d'épouvante. Elle sauta hors du lit, sonna Rosalie, attendit, sonna de nouveau, attendit encore, frémissante et glacée. La petite bonne ne venait point. Elle dormait sans doute de ce dur premier sommeil que rien ne brise. Et Jeanne, perdant l'esprit, s'élança pieds nus dans l'escalier. Elle monta sans bruit à tâtons, trouva la porte, l'ouvrit, appela « Rosalie !» avança toujours, heurta le lit, promena ses mains dessus et reconnut qu'il était vide. Il était vide et tout froid, comme si personne n'y eût couché. Surprise, elle se dit « Comment ? Elle est encore partie courir par un pareil temps ?» Mais comme son cœur, devenu tout à coup tumultueux, bondissait, l'étouffait, elle redescendit, les jambes flanchissantes, afin de réveiller Julien. Elle pénétra chez lui violemment, fouettée par cette conviction qu'elle allait mourir et par le désir de le voir avant de perdre connaissance. À la lueur du feu agonisant, elle aperçut à côté de la tête de son mari la tête de Rosalie sur l'oreiller. Au cri qu'elle poussa, ils se dressèrent tous les deux. Elle demeura une seconde immobile dans l'effarement de cette découverte. Puis elle s'enfuit, rentra dans sa chambre. Et comme Julien, éperdu, avait appelé « Jeanne !» une peur atroce la saisit de le voir, d'entendre sa voix, de l'écouter s'expliquer, mentir, de rencontrer son regard face à face. Et elle se précipita de nouveau dans l'escalier qu'elle descendit. Elle courait maintenant dans l'obscurité, au risque de rouler le long des marches et de se casser les membres sur la pierre. Elle allait devant elle, poussée par un impérieux besoin de fuir, de ne plus apprendre rien, de ne plus voir personne. Quand elle fut en bas, elle s'assit sur une marche, toujours en chemise et nu-pieds. Et elle demeurait là, l'esprit perdu. Julien avait sauté du lit, s'habillait à la hâte. Elle se redressa pour se sauver de lui. Déjà, il descendait aussi l'escalier, et il criait. « Écoute, Jeanne !» Non, elle ne voulait pas écouter, ni se laisser toucher du bout des doigts. Et elle se jeta dans la salle à manger, courant comme devant un assassin. Elle cherchait une issue, une cachette, un coin noir, un moyen de l'éviter. Elle se blottit sous la table. Mais déjà, il ouvrit la porte, sa lumière à la main, répétant toujours « Jeanne !» Et elle repartit comme un lièvre, s'élança dans la cuisine, en fit 2 fois le tour à la façon d'une bête acculée. Et comme il la rejoignait encore, elle ouvrit brusquement la porte du jardin et s'élança dans la campagne. Le contact glacé de la neige, où ses jambes nues entraient parfois jusqu'aux genoux, lui donna soudain une énergie désespérée. Elle n'avait pas froid, bien que toute découverte. Elle ne sentait plus rien, tant la convulsion de son âme avait engourdi son corps, et elle courait blanche comme la terre. Elle suivit la grande allée, traversa le bosquet, franchit le fossé et partit à travers la lande. Pas de lune. Les étoiles luisaient comme une semaille de feu dans le noir du ciel. Mais la plaine était claire cependant, d'une blancheur terne, d'une immobilité figée, d'un silence infini. Jeanne allait vite, sans souffler, sans savoir, sans réfléchir à rien, et soudain elle se trouva au bord de la falaise. Elle s'arrêta net par instinct et s'accroupit, vidée de toute pensée et de toute volonté. Dans le trou sombre devant elle, la mer, invisible et muette, exhalait l'odeur salée de ses varechs à marée basse. Elle demeura là longtemps, inerte d'esprit comme de corps. Puis tout à coup, elle se mit à trembler, mais à trembler follement comme une voile qui agite le vent. Ses bras, ses mains, ses pieds secoués par une force invisible palpitaient, vibraient de sursauts précipités. Et la connaissance lui revint brusquement, claire et poignante. Puis des visions anciennes passèrent devant ses yeux. Cette promenade avec lui dans le bateau du Père Lastique, leur causerie, son amour naissant, le baptême de la barque. Puis elle remonta plus loin jusqu'à cette nuit bercée de rêves à son arrivée au peuple. Et maintenant, oh, sa vie était cassée, toute joie finie, toute attente impossible, et l'épouvantable avenir plein de tortures, de trahison et de désespoir lui apparut. Autant mourir, ce serait fini tout de suite. Mais une voix criait tout loin. « C'est ici, voilà ses pas, vite, vite, par ici !» C'était Julien qui la cherchait. Oh, elle ne voulait pas le revoir. Dans l'abîme là devant elle, elle entendait maintenant un petit bruit, le vague glissement de la mer sur les roches. Elle se dressa, toute soulevée déjà pour s'élancer, et jetant à la vie l'adieu des désespérés, elle gémit le dernier mot des mourants, le dernier mot des jeunes soldats éventrés dans les batailles. « Maman !» Soudain, la pensée de petite mère la traversa. Elle la vit sanglotant. Elle vit son père à genoux devant son cadavre noyé. Elle eut en une seconde toute la souffrance de leur désespoir.
Alors elle retomba mollement dans la neige, et elle ne se sauva plus quand Julien et le père Simon, suivis de Marius qui tenait une lanterne, la saisirent par les bras pour la rejeter en arrière, tant elle était près du bord. Ils firent d'elle ce qu'ils voulurent, car elle ne pouvait plus remuer. Elle sentit qu'on l'emportait, puis qu'on la mettait dans un lit, puis qu'on la frictionnait avec des linges brûlants. Puis tout s'effaça, toute connaissance disparut. Puis un cauchemar, était-ce un cauchemar, l'obséda. Elle était couchée dans sa chambre. Il faisait jour, mais elle ne pouvait pas se lever. Pourquoi ? Elle n'en savait rien. Alors elle entendit un petit bruit sur le plancher, une sorte de grattement, de frôlement. Et soudain, une petite souris grise passait vivement sur son drap. Une autre aussitôt la suivait, puis une troisième qui s'avançait vers la poitrine, de son trot vif et menu. Jeanne n'avait pas peur, mais elle voulut prendre la bête et lança sa main, sans y parvenir. Alors d'autres souris, 10, 20, des centaines, des milliers surgirent de tous les côtés. Elles grimpaient aux colonnes, filaient sur les tapisseries, couvraient la couche tout entière. Et bientôt elles pénétrèrent sous les couvertures. Jeanne les sentait glisser sur sa peau, chatouiller ses jambes, descendre et monter le long de son corps. Elle les voyait venir du pied du lit pour pénétrer dedans contre sa gorge. Et elle se débattait, jetait ses mains en avant pour en saisir une et les refermait toujours vite. Elle s'exaspérait, voulait fuir, criait, et il lui semblait qu'on la tenait immobile, que des bras vigoureux l'enlaçaient et la paralysaient. Mais elle ne voyait personne. Elle n'avait point la notion du temps. Cela dut être long, très long. Puis elle eut un réveil las, meurtri, doux cependant. Elle se sentait faible. Elle ouvrit les yeux et ne s'étonna pas de voir petite mère assise dans sa chambre, avec un gros homme qu'elle ne connaissait point. Quel âge avait-elle ? Elle n'en savait rien et se croyait toute petite fille. Elle n'avait non plus aucun souvenir. Le gros homme dit « Tenez, la connaissance revient ». Et petite mère se mit à pleurer. Alors le gros homme reprit « Voyons, soyez calme, madame la baronne. Je vous dis que j'en réponds maintenant. Mais ne lui parlez de rien, qu'elle dorme. » Et il sembla à Jeanne qu'elle vivait encore très longtemps assoupie, reprise par un pesant sommeil dès qu'elle essayait de penser. Et elle n'essayait pas non plus de se rappeler quoi que ce soit, comme si, vaguement, elle avait eu peur de la réalité reparue en sa tête. Or, une fois, comme elle s'éveillait, elle aperçut Julien seul près d'elle. Et brusquement, tout lui revint comme si un rideau se fût levé qui cachait sa vie passée. Elle eut au cœur une douleur horrible et voulut fuir encore. Elle rejeta ses draps, sauta par terre et tomba, ses jambes ne la pouvant plus porter. Julien s'élança vers elle et elle se mit à hurler pour qu'il ne la touchât point. Elle se tordait, se roulait. La porte s'ouvrit. Tante Lison accourait avec la veuve Dentu, puis le baron, puis enfin petite mère arriva soufflant et perdue. On la recoucha, et aussitôt elle ferma les yeux sournoisement pour ne point parler et pour réfléchir à son aise. Sa mère et sa tante la soignaient, s'empressaient, l'interrogeaient. « Nous entends-tu maintenant, Jeanne, ma petite Jeanne ?» Elle faisait la sourde, ne répondait pas, et elle s'aperçut très bien de la journée finie. La nuit vint. La garde s'installa près d'elle et la faisait boire de temps en temps. Elle buvait sans rien dire, mais elle ne dormait plus. Elle raisonnait péniblement, cherchant des choses qui lui échappaient, comme si elle avait eu des trous dans sa mémoire, de grandes places blanches et vides, où les événements ne s'étaient point marqués. Peu à peu, après de longs efforts, elle retrouva tous les faits. Et elle y réfléchit avec une obstination fixe. Petite mère, tante Lison et le baron étaient venus, donc elle avait été très malade. Mais Julien, qu'avait-il dit ? Ses parents savaient-ils ? Et Rosalie, où était-elle ? Et puis, que faire ? Une idée l'illumina. Retourner avec père et petite mère, à Rouen, comme autrefois. Elle serait veuve, voilà tout. Alors elle attendit, écoutant ce qu'on disait autour d'elle, comprenant fort bien sans le laisser voir, jouissant de ce retour de raison, patiente et rusée. Le soir enfin, elle se retrouva seule avec la baronne et elle appela tout bas. « Petite mère !» Sa propre voix l'étonna, lui parut changer. La baronne lui saisit les mains. « Ma fille, ma Jeanne chérie, ma fille, tu me reconnais ?»«
Oui, petite mère, mais il ne faut point pleurer. Nous avons à causer longtemps. Julien t'a-t-il dit pourquoi je me suis sauvée dans la neige ? Oui, ma mignonne, tu as eu une fièvre très dangereuse. Ce n'est pas ça, maman. J'ai eu la fièvre après. Mais t'a-t-il dit qui me l'a donnée, cette fièvre, et pourquoi je me suis sauvée ? Non, ma chérie. C'est parce que j'ai trouvé Rosalie dans son lit. La baronne crut qu'elle délirait encore, la caressa. Dors, ma mignonne, calme-toi, essaie de dormir. Mais Jeanne, obstinée, reprit. J'ai toute ma raison maintenant, petite maman. Je ne dis pas de folie comme j'ai dû en dire les jours derniers. Je me sentais malade une nuit, alors j'ai été chercher Julien. Rosalie était couchée avec lui. J'ai perdu la tête de chagrin et je me suis sauvée dans la neige pour me jeter à la falaise. Mais la baronne répétait. Oui, ma mignonne, tu as été bien malade. Ce n'est pas ça, maman. J'ai trouvé Rosalie dans le lit de Julien et je ne veux plus rester avec lui. Tu m'emmèneras à Rouen comme autrefois. La baronne, à qui le médecin avait recommandé de ne contrarier Jeanne en rien, répondit. Oui, ma mignonne. Mais la malade s'impatienta. Je vois bien que tu ne me crois pas. Va chercher petit père. Lui, il finira bien par me comprendre. Et petite mère se leva difficilement, prit ses 2 cannes, sortit en traînant ses pieds, puis revint après quelques minutes avec le baron qui la soutenait. Ils s'assirent devant le lit et Jeanne aussitôt commença. Elle dit tout, doucement, d'une voix faible, avec clarté. Le caractère bizarre de Julien, ses duretés, son avarice et enfin son infidélité. Quand elle eut fini, le baron vit bien qu'elle ne divaguait pas, mais il ne savait que penser, que résoudre et que répondre. Il lui prit la main d'une façon tendre, comme autrefois quand il l'endormait avec des histoires. Écoute ma chérie, il faut agir avec prudence. Ne brusquons rien. Tâche de supporter ton mari jusqu'au moment où nous aurons pris une résolution. Tu me le promets ? Elle murmura. Je veux bien, mais je ne resterai pas ici quand je serai guérie. Puis, tout bas, elle ajouta. Où est Rosalie maintenant ? Le baron reprit. Tu ne la verras plus. Mais elle s'obstinait. Où est-elle ? Je veux savoir. Alors il avoua qu'elle n'avait point quitté la maison. Mais il affirma qu'elle allait partir. En sortant de chez la malade, le baron, tout chauffé par la colère, blessé dans son cœur de père, alla trouver Julien, et brusquement. « Monsieur, je viens vous demander compte de votre conduite vis-à-vis de ma fille. Vous l'avez trompée avec votre servante. Cela est doublement indigne. » Mais Julien joua l'innocent, nia avec passion, jura, prit Dieu à témoin. Quelle preuve avait-on d'ailleurs ? Est-ce que Jeanne n'était pas folle ? Ne venait-elle pas d'avoir une fièvre cérébrale ? Ne s'était-elle pas sauvée par la neige, une nuit, dans un accès de délire, au début de sa maladie ? C'est justement au milieu de cet accès, alors qu'elle courait presque nue par la maison, qu'elle prétendait avoir vu sa bonne dans le lit de son mari. Et il s'emportait, il menaça d'un procès, il s'indignait avec véhémence. Et le baron, confus, fit des excuses, demanda pardon, et tendit sa main loyale que Julien refusa de prendre. Quand Jeanne connut la réponse de son mari, elle ne se fâcha point et répondit « Il ment, papa, mais nous finirons par le convaincre. » Et pendant 2 jours, elle fut taciturne, recueillie, méditant. Puis le 3e matin, elle voulut voir Rosalie. Le baron refusa de faire monter la bonne, déclara qu'il était parti. Jeanne ne céda point, répétant « Alors qu'on aille la chercher chez elle. » Et déjà elle s'irritait quand le docteur entra. On lui dit tout pour qu'elle jugeât, mais Jeanne, soudain, se mit à pleurer, énervée outre mesure, criant presque « Je veux voir Rosalie, je veux la voir !» Alors le médecin lui prit la main et, à voix basse, « Calmez-vous, madame, toute émotion pourrait devenir grave, car vous êtes enceinte. » Elle demeura saisie comme frappée d'un coup, et il lui sembla tout de suite que quelque chose remuait en elle. Puis elle resta silencieuse, n'écoutant pas même ce qu'on disait, s'enfonçant en sa pensée. Elle ne put dormir de la nuit, tenue en éveil par cette idée nouvelle et singulière qu'un enfant vivait là, dans son ventre. Et triste, peinée qu'il fût le fils de Julien.
inquiète, craignant qu'il ne ressemblât à son père. Au jour venu, elle fit appeler le baron. « Petit père, ma résolution est bien prise. Je veux tout savoir, surtout maintenant. Tu entends ? Je veux. Et tu sais qu'il ne faut pas me contrarier dans la situation où je suis. Écoute bien. Tu vas aller chercher monsieur le curé. J'ai besoin de lui pour empêcher Rosalie de mentir. Puis dès qu'il sera venu, tu la feras monter et tu resteras là avec petite mère. Surtout veille à ce que Julien n'ait pas de soupçons. » 1 heure plus tard, le prêtre entrait, engraissé encore, soufflant autant que petite mère. Il s'assit près d'elle dans un fauteuil, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes. Et il commença par plaisanter, en passant par habitude son mouchoir à carreaux sur son front. « Eh bien, madame la baronne, je crois que nous ne maigrissons pas. M'est avis que nous faisons la paire. » Puis, se tournant vers le lit de la malade. « Eh, qu'est-ce qu'on m'a dit, ma jeune dame, que nous aurions bientôt un nouveau baptême ? Ah ah ah, pas d'une barque cette fois. » Et il ajouta d'un ton grave. « Ce sera un défenseur pour la patrie. » Puis, après une courte réflexion, « À moins que ce ne soit une bonne mère de famille. » Et saluant la baronne, « Comme vous, madame. » La porte du fond s'ouvrit. Rosalie, éperdue, larmoyant, refusait d'entrer, cramponnée à l'encadrement et poussée par le baron. Impatienté, il la jeta d'une secousse dans la chambre. Alors elle se couvrit la face de ses 2 mains et resta debout, sanglotant. Jeanne, dès qu'elle l'aperçut, se dressa brusquement, s'assit, plus pâle que ses draps. Et son cœur affolé soulevait de ses battements la mince chemise collée à sa peau. Elle ne pouvait parler, respirant à peine, suffoquée. Enfin, elle prononça d'une voix coupée par l'émotion. « Je n'aurai pas besoin de t'interroger. Il me suffit de te voir ainsi, de voir ta honte devant moi. » Après une pause, car le souffle lui manquait, elle reprit. « Mais je veux tout savoir, tout. J'ai fait venir monsieur le curé pour que ce soit comme une confession, tu entends ?» Immobile, Rosalie poussait presque des cris entre ses mains crispées. Le baron, que la colère gagnait, lui saisit les bras, les écarta violemment et la jetant à genoux près du lit. « Parle donc, réponds !» Elle resta par terre, dans la posture qu'on prête aux madeleines, le bonnet de travers, le tablier sur le parquet, le visage voilé de nouveau de ses mains redevenues libres. Alors le curé lui parla. « Allons, ma fille, écoute ce qu'on te dit et réponds. Nous ne voulons pas te faire de mal, mais on veut savoir ce qui s'est passé. » Jeanne, penchée au bord de sa couche, la regardait. Elle dit « C'est bien vrai que tu étais dans le lit de Julien quand je vous ai surpris. » Rosalie, à travers ses mains, gémit. « Oui, madame. » Alors, brusquement, la baronne se mit à pleurer aussi, avec un gros bruit de suffocation. Et ses sanglots convulsifs accompagnaient ceux de Rosalie. Jeanne, les yeux droits sur la bonne, demanda « Depuis quand cela durait-il » Rosalie balbutia. « Depuis qu'il est venu. » Jeanne ne comprenait pas. « Depuis qu'il est venu. Alors, depuis le printemps ? » ?»« Oui, madame. »« Depuis qu'il est entré dans cette maison ? » ?»« Oui, madame. » Et Jeanne, comme oppressée de questions, interrogea d'une voix précipitée. « Mais comment cela s'est-il fait ? Comment te l'a-t-il demandé ? Comment te l'a-t-il prise ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? À quel moment ? Comment as-tu cédé ? Comment as-tu pu te donner à lui ?» Et Rosalie, écartant ses mains cette fois, saisie aussi d'une fièvre de parler, d'un besoin de répondre. « Je t'ai si aimé. C'est le jour qu'il a dîné ici la première fois qu'il est venu me retrouver dans ma chambre. Il s'était caché dans le grenier. J'ai pas osé crier pour pas faire d'histoire. Il s'est couché avec mais je savais plus ce que je faisais à ce moment-là. Il a fait ce qu'il a voulu. J'ai rien dit parce que je le trouvais gentil. » Alors Jeanne, poussant un cri. « Mais ton enfant, c'est à lui ?» Rosalie sanglota. « Oui, madame. » Puis tous deux se turent. On n'entendait plus que le bruit des larmes de Rosalie et de la baronne. Jeanne, accablée, sentit à son tour ses yeux ruisselants, et les gouttes sans bruit coulèrent sur ses joues. L'enfant de sa bonne avait le même père que le sien. Sa colère était tombée. Elle se sentait maintenant toute pénétrée d'un désespoir morne, lent, profond, infini.
Elle reprit enfin d'une voix changée, mouillée, d'une voix de femme qui pleure. Quand nous sommes revenus de là-bas, du voyage, quand est-ce qu'il a recommencé ? La petite bonne, tout à fait écroulée par terre, balbutia. Le premier soir, il est venu. Chaque parole tordait le cœur de Jeanne. Ainsi, le premier soir, le soir du retour au peuple, il l'avait quittée pour cette fille. Voilà pourquoi il l'a laissée dormir seule. Elle en savait assez maintenant. Elle ne voulait plus rien apprendre. Elle cria « Va-t'en, va-t'en !» Comme Rosalie ne bougeait point, anéantie, Jeanne appela son père. « Emmène-la, emporte-la !» Mais le curé, qui n'avait encore rien dit, jugea le moment venu de placer un petit sermon. « C'est très mal ce que tu as fait là, ma fille, très mal. Et le bon Dieu ne te pardonnera pas de sitôt. Pense à l'enfer qui t'attend si tu ne gardes pas désormais une bonne conduite. Maintenant que tu as un enfant, il faut que tu te ranges. Madame la baronne fera sans doute quelque chose pour toi, et nous te trouverons un mari. » Il aurait longtemps parlé, mais le baron, ayant de nouveau saisi Rosalie par les épaules, la souleva, la traîna jusqu'à la porte et la jeta comme un paquet dans le couloir. Dès qu'il fut revenu, plus pâle que sa fille, le curé reprit la parole. « Que voulez-vous ? Elles sont toutes comme ça dans le pays. C'est une désolation, mais on n'y peut rien. Et il faut bien un peu d'indulgence pour les faiblesses de la nature. Elle ne se marie jamais sans être enceinte. Jamais, madame. » Et il ajouta, souriant, « On dirait une coutume locale. » Puis, d'un ton indigné, « Jusqu'aux enfants qui s'en mêlent, n'ai-je pas trouvé l'an dernier dans le cimetière 2 petits du catéchisme, le garçon et la fille. J'ai prévenu les parents. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu ? Que voulez-vous, monsieur le curé ? C'est pas nous qui leur avons appris ces saletés-là. J'y pouvons rien. Voilà, monsieur, votre bonne a fait comme les autres. » Mais le baron, qui tremblait d'énervement, l'interrompit. « Elle, que m'importe, et c'est Julien qui m'indigne. C'est infâme ce qu'il a fait là, et je vais emmener ma fille. » Et il marchait, s'animant toujours exaspéré. « C'est infâme d'avoir ainsi trahi ma fille, infâme. C'est un gueux, cet homme, une canaille, un misérable. Et je le lui dirai, je le souffletterai, je le tuerai sous ma canne. » Mais le prêtre, qui absorbait lentement une prise de tabac à côté de la baronne en larmes et qui cherchait à accomplir son ministère d'apaisement, reprit. « Voyons, monsieur le baron, entre nous, il a fait comme tout le monde. En connaissez-vous beaucoup des maris qui soient fidèles ?» Et il ajouta avec une bonhomie malicieuse. « Tenez, je parie que vous-même, vous avez fait vos farces. Voyons, la main sur la conscience, est-ce vrai ?» Le baron s'était arrêté, saisi, en face du prêtre qui continua. « Eh oui, vous avez fait comme les autres. Qui sait même si vous n'avez jamais tâté d'une petite bonbonne comme celle-là. Je vous dis que tout le monde en a fait autant. Votre femme n'en a pas été moins heureuse ni moins aimée, n'est-ce pas ?» Le baron ne remuait plus, bouleversé. C'était vrai, parbleu, qu'il en avait fait autant. Et souvent encore, toutes les fois qu'il avait pu. Et il n'avait pas respecté non plus le toit conjugal. Et quand elles étaient jolies, il n'avait jamais hésité devant les servantes de sa femme. Était-il pour cela un misérable ? Pourquoi jugeait-il si sévèrement la conduite de Julien, alors qu'il n'avait jamais même songé que la sienne pût être coupable ? Et la baronne, tout essoufflée encore de sanglots, eut sur les lèvres une ombre de sourire au souvenir des fredaines de son mari, car elle était de cette race sentimentale, vite attendrie et bienveillante, pour qui les aventures d'amour font partie de l'existence. Jeanne, affaissée, les yeux ouverts devant elle, allongée sur le dos et les bras inertes, songeait douloureusement. Une parole de Rosalie lui était revenue, qui lui blessait l'âme et pénétrait comme une vrille en son cœur. Moi, j'ai rien dit parce que je le trouvais gentil. Elle aussi l'avait trouvé gentil. Et c'est uniquement pour cela qu'elle s'était donnée, liée pour la vie, qu'elle avait renoncé à toute autre espérance, à tous les projets entrevus, à tout l'inconnu de demain. Elle était tombée dans ce mariage, dans ce trou sans bord pour remonter dans cette misère, cette tristesse, dans ce désespoir, parce que, comme Rosalie, elle l'avait trouvé gentil. La porte s'ouvrit d'une poussée furieuse. Julien parut, l'air féroce. Il avait aperçu dans l'escalier Rosalie gémissant, et il venait savoir, comprenant qu'on tramait quelque chose, que la bonne avait parlé sans doute.
La vue du prêtre le cloua sur place. Il demanda d'une voix tremblante mais calme. « Quoi, qu'y a-t-il » Le baron, si violent tout à l'heure, n'osait rien dire, craignant l'argument du curé et son propre exemple invoqué par son gendre. Petite mère larmoyait plus fort, mais Jeanne s'était soulevée sur ses mains et elle regardait haletante celui qui la faisait si cruellement souffrir. Elle balbutia. « Il y a que nous n'ignorons plus rien, que nous savons toutes vos infamies depuis le jour où vous êtes entrés dans cette maison. Il y a que l'enfant de cette bonne est à vous comme le mien, seront frères. » Et une surabondance de douleur lui étant venue à cette pensée, elle s'affaissa dans ses draps et pleura frénétiquement. Il restait béant, ne sachant que dire ni que faire. Le curé intervint encore. « Voyons, ne nous chagrinons pas tant que ça, ma jeune dame. Soyez raisonnable. » Il se leva, s'approcha du lit et posa sa main tiède sur le front de cette désespérée. Ce simple contact l'amollit étrangement. Et elle se sentit aussitôt alanguie, comme si cette forte main de rustre, habituée aux gestes qui absolvent, caresse réconfortante, lui eût apporté dans son toucher un apaisement mystérieux. Le bonhomme, demeuré debout, reprit. « Madame, il faut toujours pardonner. Voilà un grand malheur qui vous arrive. Mais Dieu, dans sa miséricorde, l'a compensé par un grand bonheur, puisque vous allez être mère. Cet enfant sera votre consolation. C'est en son nom que je vous implore, que je vous adjure de pardonner l'erreur de monsieur Julien. Ce sera un lien nouveau entre vous, un gage de sa fidélité future. Pouvez-vous rester séparés de cœur de celui dont vous portez l'œuvre dans votre flanc ?» Elle ne répondait point, broyée, endolorie, épuisée maintenant, sans force même pour la colère et la rancune. Ses nerfs lui semblaient lâchés, coupés doucement. Elle ne vivait plus qu'à peine. La baronne, pour qui tout ressentiment semblait impossible et dont l'âme était incapable d'un effort prolongé, murmura. « Voyons, Jeanne. » Alors le prêtre prit la main du jeune homme et, l'attirant près du lit, la posa dans la main de sa femme. Il appliqua dessus une petite tape, comme pour les unir d'une façon définitive. Et quittant son ton prêcheur et professionnel, il dit d'un air content « Allons, c'est fait, croyez-moi, ça vaut mieux. » Puis les deux mains rapprochées un moment se séparèrent aussitôt. Julien, n'osant embrasser Jeanne, baisa sa belle-mère au front, pivota sur ses talons, prit le bras du baron qui se laissa faire, heureux au fond que la chose fût ainsi arrangée. Et ils sortirent ensemble pour fumer un cigare. Alors la malade, anéantie, s'assoupit pendant que le prêtre et petite mère causaient doucement à voix basse. L'abbé parlait, expliquant, développant ses idées, et la baronne consentait toujours d'un signe de tête. Il dit enfin, pour conclure, « Donc c'est entendu, vous donnez à cette fille la ferme de Barville, et je me charge de lui trouver un mari, un brave garçon rangé. Oh, avec un bien de 20 000 francs, nous ne manquerons pas d'amateurs. Nous n'aurons que l'embarras du choix. » Et la baronne souriait maintenant, heureuse, avec 2 larmes restées en route sur ses joues, mais dont la traînée humide était déjà sèche. Elle insistait. « C'est entendu, Barville vaut au bas mot 20 000 francs, mais on placera le bien sur la tête de l'enfant. Les parents en auront la jouissance pendant leur vie. » Et le curé se leva, serra la main de petite mère. « Ne vous dérangez point, madame la baronne, ne vous dérangez point. Je sais ce que vaut un pas. » Comme il sortait, il rencontra tante Lison qui venait voir sa malade. Elle ne s'aperçut de rien. On ne lui dit rien et elle ne sut rien, comme toujours.